il y a 15 ans, lorsque j'ai vu Claire pour la première fois, penchée sur ses manuels de marketing dans la bibliothèque universitaire à 2 heures du matin, j'ai cru que je regardais mon avenir. Et j'avais raison, simplement, ce n'était pas l'avenir que j'imaginais. Nous étions le couple que tout le monde enviait. Les amours de fac qui avaient vraiment réussi. David et Claire Miller, le couple en or qui prouvait que le véritable amour existait. J'étais l'ingénieur stable, avec le salaire fiable. Elle était la directrice marketing ambitieuse, au rire contagieux et aux grands rêves. Ensemble, nous avons construit ce que tout le monde appelait le mariage parfait. Notre maison sur Maple Street incarnait cette perfection, une maison victorienne restaurée, avec le porche en bois qui faisait le tour, celui dont Claire avait toujours rêvé. À l'intérieur, chaque pièce racontait notre histoire. La cuisine où nous avions appris à cuisiner ensemble. Le salon, avec ses meubles confortables accumulés pièce par pièce. La chambre principale où nous nous étions chuchotés des secrets et des rêves. La chambre d'amis à l'étage avait été le dernier projet de Claire. Il y a 4 mois, elle l'avait réclamé comme son refuge privé pour les appels professionnels importants avec son nouveau patron exigeant. Je l'avais aidé à y monter le bureau ancien, ainsi qu'un fauteuil de lecture confortable. C'était son sanctuaire, et je respectais cela. La confiance était notre fondement. J'aurais dû me méfier lorsque Claire a commencé à travailler tard plus souvent, rentrant à la maison épuisée et distraite. Lorsque les conversations sont devenues plus courtes, plus superficielles, lorsqu'elle gardait son téléphone face cachée et sortait pour certains appels. Mais Claire venait d'être promue directrice marketing senior, et son nouveau patron, Richard, était notoirement difficile. Le stress du travail semblait une explication logique. Ce samedi matin de mars a tout changé. Claire était partie tôt faire du shopping avec sa sœur. La maison semblait inhabituellement silencieuse. J'ai décidé de m'attaquer au grand nettoyage de printemps, en commençant par la chambre d'amis qui avait accumulé la poussière depuis que Claire se l'était appropriée. Déplacer les meubles a révélé des secrets oubliés. Derrière le bureau, j'ai trouvé un élastique à cheveux qui n'était pas le simple élastique noir habituel de Claire. Celui-ci avait de minuscules perles. Sous le tapis, j'ai découvert un étui à lentilles de contact, encore humide. Aucun de nous deux ne portait de lentilles. Mais lorsque j'ai déplacé le cadre du lit pour passer l'aspirateur en dessous, j'ai trouvé quelque chose qui a complètement arrêté mon cœur. Un cendrier. Un petit cendrier en céramique décoré de fleurs peintes, caché là où aucun regard distrait ne pourrait le trouver. À l'intérieur se trouvaient 5 mégots de cigarettes, chacun marqué de traces de rouge à lèvres, de la même teinte cramoisie passionnée que Claire portait religieusement. Aucun de nous ne fumait. Claire était une anti-tabac militante, ayant perdu sa grand-mère d'un cancer du poumon. Elle m'avait fait arrêter mes cigarettes occasionnelles en soirée lorsque notre relation était devenue sérieuse. L'odeur du tabac dans les restaurants la faisait encore sortir immédiatement. Les mégots étaient de marques différentes. Des Marlboro Lights et des Camel, ce qui suggérait plusieurs visites. Les traces de rouge à lèvres étaient fraîches. Le cendrier était caché délibérément, positionné là où seule une personne déplaçant le lit pourrait le découvrir. Mes mains tremblaient. Combien de fois quelqu'un s'était-il assis dans cette pièce, dans notre maison, à fumer avec ma femme? Depuis combien de temps cela durait-il? J'ai remis le cendrier exactement où je l'avais trouvé. Mon esprit s'emballait, cherchant des explications désespérées. Peut-être que Claire avait commencé à fumer en secret à cause du stress. Peut-être qu'elle était trop gênée pour me le dire. Mais je savais que c'était des mensonges. Quelqu'un d'autre avait été dans notre maison, partageant des cigarettes avec ma femme, dans la pièce que j'avais aidé à rendre si belle. Quand Claire est revenue 3 heures plus tard, je lisais dans le salon, l'air paisible. Mais tout avait changé. Notre mariage parfait s'était fissuré, et je pouvais sentir toute la structure commencer à vaciller. « David, je suis rentrée », lança-t-elle, sa voix portant une gaieté inhabituelle. « Dans le salon. » Ai-je répondu. Elle est apparue avec des sacs de course et un large sourire, plus radieuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Je vais prendre un bon long bain, et ensuite je défilerai pour toi dans ma nouvelle robe, dit-elle chaleureusement. Elle est montée, laissant son sac à main et son téléphone sur le comptoir de la cuisine. C'était inhabituel, car récemment, elle gardait les deux à portée de main. Une opportunité que je n'avais jamais remarquée auparavant, mais que je voyais maintenant comme significative.
Le bruit de l'eau du bain qui coulait résonnait dans notre maison comme un compte à rebours. Je me suis approché du téléphone de Claire comme s'il pouvait exploser. En 15 ans de mariage, je n'avais jamais, pas une seule fois, fouillé dans l'appareil de ma femme. La confiance n'exigeait pas de vérification. Mais la confiance était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Son code d'accès était la date de notre anniversaire. Au moins, certaines choses n'avaient pas changé. Mais lorsque l'écran s'est déverrouillé, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Tout avait disparu. Son journal d'appels était vide, alors que je savais qu'elle avait passé des appels aujourd'hui. L'historique des SMS ne contenait que des échanges édulcorés avec sa famille datant de la semaine passée. L'historique de navigation était complètement vierge. La galerie de photos ne contenait rien de récent. Ce niveau de propreté numérique était impossible. Claire avait toujours été désinvolte avec la technologie, ne supprimant jamais rien, se plaignant constamment de l'espace de stockage. Son ancien téléphone contenait des milliers de photos, d'interminables conversations par SMS, des historiques de navigation encombrés. Elle avait régulièrement besoin de mon aide pour organiser sa vie numérique. Ce téléphone appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un de prudent, quelqu'un avec des secrets. À l'étage, Claire chantonnait dans son bain. Une vieille chanson de l'université qui, autrefois, me faisait sourire. Maintenant, cela sonnait comme une performance, comme si elle savait que j'écoutais et voulait projeter une image de contentement. J'ai reposé son téléphone à sa place exacte et je me suis retiré dans mon bureau. J'avais besoin de données, d'informations réelles, pas de la version édulcorée de Claire. Grâce à ma profession d'ingénieur, j'avais les outils pour les obtenir. Installer un logiciel de surveillance téléphonique était éthiquement discutable, mais la découverte de mégots de cigarettes dans notre chambre d'amis avait considérablement déplacé mon cadre moral. J'ai recherché des options, optant pour un logiciel sophistiqué qui reflèterait toute l'activité de l'appareil de Claire sur le mien en temps réel. Appels, SMS, email, même les éléments supprimés. Tout serait conservé. L'installation nécessitait un accès physique pendant 3 minutes, pendant que Claire dormait profondément. Le risque était énorme. Si je me faisais prendre, notre mariage se terminerait, peu importe ce que je trouverais. Mais je soupçonnais que notre mariage était déjà terminé. Je ne le savais juste pas encore. Dimanche soir, je me suis préparé avec soin. J'ai cuisiné le dîner préféré de Claire et ouvert une bouteille de vin que nous gardions. Elle semblait ravie, plus affectueuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Nous avons parlé de travail, de projets de vacances, de repeindre la cuisine, une conversation normale qui ressemblait maintenant au dialogue d'une pièce de théâtre. Après le dîner, nous avons regardé un film, blottis l'un contre l'autre. Claire s'est endormie contre mon épaule pendant le générique de fin. J'ai attendu 1 heure de plus, jusqu'à être certain qu'elle était profondément inconsciente. Me déplaçant comme un cambrioleur dans ma propre maison, j'ai pris son téléphone et lancé l'installation du logiciel. 2 minutes et 47 secondes plus tard, le processus était terminé. J'ai reposé le téléphone et me suis glissé de nouveau dans le lit, où Claire dormait paisiblement, son visage innocent sous le clair de lune. Le logiciel de surveillance avait besoin de 24 heures pour s'intégrer. 24 heures pendant lesquelles j'ai maintenu une routine normale, tout en perdant lentement la raison. Je suis allé travailler lundi, j'ai essayé de me concentrer sur mes projets, mais une partie de mon attention restait sur mon téléphone, attendant les premières notifications en miroir. Claire semblait particulièrement heureuse lundi soir, fredonnant en préparant le dîner, me demandant comment s'était passée ma journée avec un intérêt sincère. Elle a mentionné que mardi serait une autre longue nuit, une visioconférence avec des clients de la côte ouest qui durerait jusqu'à 22 ou 23 heures. Elle semblait désolée, promettant une soirée tranquille mercredi pour compenser. J'ai hoché la tête et souri, tandis qu'un froid glacial s'installait dans ma poitrine. Les mardis soirs étaient devenus une habitude. Les réunions tardives hebdomadaires de Claire qui la laissaient épuisée, mais étrangement énergisée, comme si elle puisait sa vitalité quelque part en dehors de notre mariage. La révélation est arrivée mardi soir, à 19h43. Je regardais un documentaire sur l'ingénierie architecturale quand mon téléphone a vibré de notifications. Des alertes en miroir de l'appareil de Claire. Le logiciel de surveillance s'était activé. Claire était à l'étage, soi-disant en train de se préparer pour sa visioconférence, mais les notifications qui inondaient mon téléphone racontaient une autre histoire. Des SMS sont apparus en temps réel entre Claire et Richard, son patron.
Richard avait écrit « Hâte de te voir ce soir. J'ai pensé à la semaine dernière toute la journée. » Claire avait répondu « David vient de s'installer en bas. Donne-moi 20 minutes pour le préparer, puis viens. » Richard a répondu « Même plan que d'habitude. » Claire a répondu « Bien sûr. Il sera KO dans 15 minutes. » J'ai tout préparé. Je fixais mon écran, lisant et relisant ces mots, espérant qu'il se réorganiserait en quelque chose d'innocent. Mais il n'y avait aucune interprétation innocente. D'autres messages sont apparus. Claire avait texté « J'en ai mis un peu plus dans son café ce soir. Il devrait être complètement inconscient d'ici 20h15. » Richard a répondu « Parfait. Je passe par la porte de derrière ?» Claire a répondu « Oui, je la déverrouille maintenant. Hâte de sentir tes mains sur moi à nouveau. » Le téléphone a glissé de mes doigts. Ma femme était en train de me droguer. Chaque somnolence inhabituelle du mardi soir prenait soudain tout son sens, m'endormant plutôt malgré un repos suffisant. Les matins où je me réveillais groggy et désorienté. Claire avait glissé quelque chose dans mon café du soir, s'assurant de mon inconscience pendant qu'elle recevait son amant. La trahison était si complète, si calculée, que je ne pouvais pas l'assimiler. Ce n'était pas une faiblesse ou une erreur. C'était une tromperie préméditée et systématique, qui durait depuis des semaines, peut-être des mois. Alors que j'étais assis, sous le choc, j'ai entendu les pas de Claire descendre les escaliers. « David » appela-t-elle doucement. « Je prépare du café. Tu veux ton habituel ?» Mon « habituel ». Le café qu'elle trafiquait depuis des semaines, transformant notre rituel du soir en une arme d'assaut contre ma conscience. « Ça me semble parfait », ai-je réussi à répondre. « Merci, chérie. » Claire est apparue quelques instants plus tard avec des tasses fumantes et le doux sourire dont j'étais tombé amoureux des années auparavant. Elle était belle, radieuse, ses yeux brillants d'anticipation pour une autre nuit de tromperie réussie. « Voilà pour toi », dit-elle en s'asseyant à côté de moi et en me tendant la tasse. « J'ai mis un supplément de crème ce soir. Je sais que tu as été stressé. » Un supplément de crème pour masquer la drogue qu'elle utilisait. J'ai accepté le café avec des mains stables, pendant que mon téléphone vibrait avec un autre message de son amant. Richard avait texté « J'arrive. Il est prêt. » La tasse de café semblait peser 1000 kilos. Je pouvais sentir notre mélange préféré, mais en dessous, il y avait autre chose, une légère odeur chimique que j'avais jusqu'alors attribuée à des produits de nettoyage. Combien de mardis soirs avais-je consommé ce poison de mon plein gré? Claire était assise à côté de moi, son langage corporel décontracté, mais je sentais une attention prédatrice. Elle guettait les signes que la drogue faisait effet, attendant que je devienne la victime docile dont elle avait besoin. « Je reviens tout de suite », ai-je marmonné, laissant ma voix s'empâter légèrement. « Besoin d'aller aux toilettes. »« Bien sûr, chérie », répondit-elle, encourageante. « Prends ton temps. » J'ai marché d'un pas mal assuré jusqu'à la salle de bain du couloir, ma tasse de café à la main. Une fois à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et immédiatement vidé le contenu dans l'évier, regardant le liquide trafiqué s'écouler. J'ai rincé la tasse soigneusement, puis les rempli d'eau du robinet. Dans la cuisine, j'ai rapidement préparé un café frais, m'assurant qu'il correspondait en température et en apparence à la préparation de Claire. Le processus a pris 3 minutes, mais a semblé une éternité. Chaque bruit venant du salon me figeait. De retour sur le canapé, Claire leva les yeux, l'air concerné. « Tu as l'air fatigué, David. Tu devrais peut-être te détendre, suggéra-t-elle. »« Oui, je crois que je vais le faire, dis-je, m'installant à côté d'elle et sirotant mon café propre. Celui-ci me frappe plus fort que d'habitude. Le mensonge est venu facilement. J'ai laissé mes paupières s'alourdir, ma respiration s'approfondir, ma posture s'affaisser contre les coussins. À travers mes yeux à peine ouverts, j'observais Claire m'observer, son expression passant de l'inquiétude à la satisfaction alors qu'elle me croyait en train de succomber. Mon téléphone caché continuait de vibrer avec les notifications de sa conversation avec Richard. Chaque vibration était comme un choc électrique. À 20h20, j'étais complètement affalé contre les coussins, respirant au rythme profond et régulier d'un sommeil inconscient. Claire a attendu plusieurs minutes avant de bouger, testant ma réactivité en prononçant mon nom doucement, puis plus fort. Quand je n'ai pas réagi, elle s'est finalement levée. « Dors bien, chérie », a-t-elle murmuré,
ses lèvres effleurant mon front dans un baiser qui brûlait comme de l'acide. J'ai écouté ses pas, d'abord vers la cuisine où la porte arrière s'est déverrouillée d'un clic, puis à l'étage, vers la chambre d'amis, pour les derniers préparatifs. La maison s'est installée dans le silence. À 20h35, la porte de derrière s'est ouverte avec précaution. Des pas ont traversé le sol de notre cuisine, délibérément silencieux, mais incapables d'éviter la latte qui craquait près du réfrigérateur. Un homme se faufilait dans ma maison, se croyant en sécurité parce que ma femme m'avait drogué jusqu'à l'inconscience. J'ai entrouvert les yeux juste assez pour voir une grande silhouette se déplacer dans les ombres du couloir. Richard était exactement ce à quoi je m'attendais, confiant, bien habillé, même pour des rencontres clandestines, se déplaçant avec la familiarité de quelqu'un qui avait déjà fait ça. Il s'est arrêté en bas des escaliers, a regardé vers l'endroit où je gisais, supposément inconscient, puis a souri de satisfaction avant de monter. Les bruits de leurs retrouvailles sont descendus jusqu'à moi. Le rire ravi de Claire, la voix grave de Richard, puis un silence qui parlait plus fort qu'une conversation. Ils étaient au lit ensemble, dans la chambre que j'avais aidé à décorer. Je me suis forcé à rester immobile, le corps raide de fureur tout en maintenant l'apparence d'un sommeil induit par la drogue. Mais mon esprit tournait à plein régime, calculant, planifiant. Ce n'était plus simplement de l'adultère. C'était une tromperie systématique, une agression chimique, une trahison, qui exigeait des conséquences à la hauteur. Pendant qu'il s'occupait à l'étage, j'ai récupéré discrètement mon téléphone et j'ai examiné les messages capturés. L'historique des conversations a révélé toute l'étendue de leur liaison, et ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. La relation avait commencé il y a 4 mois, lors de sessions de travail tardives. Ce qui avait commencé comme une collaboration professionnelle était devenu personnel, puis sexuel, puis quelque chose de bien plus dangereux. Ils n'avaient pas seulement une liaison. Ils planifiaient un avenir ensemble, qui nécessitait ma mise à l'écart complète. Des messages plus anciens révélaient des discussions sur mon instabilité croissante, des incidents fabriqués qu'ils documentaient pour construire un dossier d'incompétence mentale. Richard avait suggéré d'augmenter la dose, de créer des épisodes de confusion et de désorientation plus spectaculaires. Le plan était de me faire interner dans un établissement psychiatrique, permettant à Claire de réclamer nos biens et de commencer sa nouvelle vie sans les complications d'un divorce houleux. Ce n'était pas de l'adultère. C'était une tentative de meurtre psychologique. J'ai fait des captures d'écran de chaque message, de chaque photo, de chaque élément de preuve. Pendant ce temps, les bruits provenant de l'étage confirmaient qu'ils étaient trop distraits pour remarquer une activité téléphonique. Le logiciel de surveillance avait préservé tout ce qu'ils pensaient avoir supprimé, créant une piste numérique qui allait détruire leur devis. Mais les preuves ne suffisaient pas. J'avais besoin d'un levier, et d'une justice à la mesure de leurs crimes. Au cours de l'heure suivante, pendant qu'ils profitaient de ce qu'ils croyaient être une autre nuit sans conséquence, j'ai commencé à planifier leur destruction. J'ai fait des recherches sur le passé de Richard, découvrant qu'il était marié à Sarah et avait 2 enfants de moins de 10 ans. Son profil LinkedIn brossait le portrait d'un père de famille dévoué et d'un leader communautaire. J'ai trouvé les politiques de l'entreprise de Claire concernant les relations sur le lieu de travail et la conduite éthique. L'adultère et l'abus de relations hiérarchiques étaient des motifs explicites de licenciement. La position de Richard en tant que patron de Claire rendait leur liaison particulièrement préjudiciable sur le plan légal. Plus important encore, j'ai commencé à documenter la rencontre de ce soir. En utilisant l'appareil photo de mon téléphone, j'ai photographié la porte arrière déverrouillée, preuve de la présence de quelqu'un d'autre, j'ai enregistré les bruits venant de l'étage. J'ai noté les horodatages, documenté les preuves physiques, créé un dossier complet impossible à nier. À 23h15, j'ai entendu du mouvement à l'étage, des voix, de l'eau qui coule, les bruits de 2 personnes se préparant à se séparer et à retourner à leur vie trompeuse. Richard allait se glisser dehors, croyant avoir réussi à utiliser et humilier un mari inconscient une fois de plus. Claire allait venir me voir, confirmer que je dormais toujours, et allait se coucher, satisfaite d'une autre trahison parfaitement exécutée. Mais c'était la dernière fois qu'ils me sous-estimaient. Au cours des 3 jours suivants, j'allais mettre en œuvre leur destruction complète, et contrairement à leur planification émotionnelle et brouillonne, ma vengeance serait méthodique, minutieuse, et absolument dévastatrice. La porte arrière s'est refermée doucement à 23h28. Les pas de Claire se sont approchés du salon et je me suis préparé à lui offrir une dernière performance en tant que sa victime droguée et impuissante. Après ce soir,
je ne serai plus jamais impuissant. Les 4 jours suivants se sont déroulés dans une folie contrôlée. J'ai maintenu notre routine normale tout en démantelant systématiquement la vie des 2 personnes qui avaient essayé de détruire la mienne. Chaque sourire que je faisais à Claire, chaque conversation anodine sur les plans pour le dîner était une performance, pendant que les preuves s'accumulaient automatiquement et que mes plans de vengeance se cristallisaient. Le logiciel de surveillance continuait de tout capturer. D'autres messages révélaient toute l'étendue de leur relation et leurs plans futurs. Ils discutaient de destinations de vacances pour leur vie post-divorce, analysaient mes réactions potentielles à des provocations psychologiques, et calculaient les avantages financiers de me faire déclarer incompétent plutôt que de simplement divorcer. Richard avait consulté un avocat au sujet de l'internement psychiatrique involontaire, transmettant les informations à Claire avec des messages comme « Cela pourrait fonctionner plus vite que nous le pensions, il nous faut juste quelques épisodes documentés de plus. » Il m'avait empoisonné, m'avait manipulé, et comploté mon emprisonnement institutionnel pour pouvoir me voler ma vie. La cruauté préméditée était à couper le souffle. Mais j'avais des avantages qu'ils ignoraient. Ma formation d'ingénieur m'avait appris la pensée systématique, la planification des imprévus, et l'exécution de projets complexes avec une précision d'horloger. Alors qu'ils étaient des amateurs guidés par la luxure et la cupidité, j'abordais leur destruction comme un contrat professionnel. D'abord, j'ai tout documenté. Chaque message, chaque photo, et chaque détail incriminant a été conservé, sauvegardé, et organisé dans un dossier complet racontant leur histoire avec une clarté dévastatrice. J'ai inclus les horodatages, les métadonnées techniques, et des annotations, rendant tout déni impossible. Ensuite, j'ai recherché leur vulnérabilité. La femme de Richard, Sarah, était une institutrice de maternelle active dans l'école de ses enfants et dans la communauté de leur église. Ses profils sur les réseaux sociaux regorgeaient de photos de famille et de publications fières sur les réalisations de son mari. Elle méritait de savoir avec qui elle était réellement mariée. Les parents de Claire étaient des gens conservateurs qui l'avaient élevée avec de fortes valeurs morales. Ils m'adoraient et commentaient souvent à quel point ils étaient fiers de notre mariage stable et fidèle. La découverte du vrai visage de Claire serait dévastatrice, mais nécessaire. Tous deux travaillaient pour Morrison & Associates, une agence de marketing aux normes éthiques strictes et à la réputation de valoriser la famille. Leur manuel de l'employé interdisait explicitement les relations amoureuses entre supérieurs et subordonnés, le licenciement étant la conséquence standard. J'avais leurs adresses e-mail personnelles, les contacts de leur famille, leur réseau professionnel, et leurs connexions sur les réseaux sociaux. Je pouvais atteindre toutes les personnes importantes simultanément, m'assurant qu'ils ne pourraient pas contrôler le récit ou minimiser les dégâts. Vendredi soir, Claire a annoncé qu'elle avait invité Richard et sa femme à dîner la semaine suivante. « Je veux vraiment que tu apprennes à mieux connaître mon patron », dit-elle avec un enthousiasme convaincant. Sarah a l'air adorable, et je pense que vous vous entendriez bien. L'ironie était parfaite. Claire voulait que je me lie d'amitié avec la femme de son amant, probablement dans le cadre de leur campagne psychologique pour me faire paraître instable lorsque je finirais par réagir. Au lieu de cela, j'ai accepté avec enthousiasme et j'ai commencé à planifier de rendre ce dîner mémorable, pour des raisons bien différentes. Le mardi soir est arrivé comme une fatalité. J'avais passé le week-end à finaliser chaque détail, créant des séquences de mails automatisées qui déploieraient les preuves à des destinataires soigneusement sélectionnés, à des intervalles programmés. Sarah avait déjà reçu un colis anonyme, mais avait accepté d'attendre mardi avant d'agir. Claire a préparé mon café avec son sourire aimant habituel, ajoutant peut-être une dose supplémentaire, car elle semblait plus excitée que d'habitude. J'ai accepté la tasse avec gratitude, l'ai embrassé sur la joue, et lui ai dit que je l'aimais. Mon adieu rituel à la femme que j'avais épousée, car je savais que cette personne n'existait plus. Alors que je vidais le café trafiqué et me positionnais sur le canapé, je ne prévoyais pas simplement de rassembler plus de preuves. Ce soir était la nuit où leur monde secret allait entrer en collision avec la réalité. Richard est arrivé à 20h35, utilisant sa clé avec la confiance désinvolte de quelqu'un qui l'avait fait des dizaines de fois. Il s'est arrêté dans notre cuisine pour envoyer un texto à Claire. Il est KO. Je monte. J'ai attendu de les entendre s'installer dans leur routine à l'étage, puis je me suis levé doucement, j'ai allumé toutes les lumières du salon, et je me suis positionné en bas des escaliers. « Claire », ai-je appelé d'un ton neutre. « Pourrais-tu descendre une minute ?» Le silence qui a suivi était profond. Plus de bruit d'intimité, plus de conversations chuchotées,
juste le silence lourd de deux personnes réalisant que leur monde venait de basculer fondamentalement. David? La voix de Claire était aiguë, incertaine, contenant la première peur authentique que j'entendais depuis des mois. Oui, chérie. Toi aussi, Richard. Je sais que vous êtes tous les deux là-haut, ai-je répondu calmement. Un mouvement frénétique a suivi. Des bousculades, des disputes chuchotées, des gens essayant de prendre des décisions impossibles en quelques secondes. Finalement, des pas dans l'escalier, et Claire est apparue, vêtue de son peignoir, le visage pâle, mais tentant une innocence confuse. David, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es censé être. Elle s'est interrompue. Censé être quoi, Claire? Inconscient, drogué jusqu'à l'impuissance pendant que tu reçois ton amant, ai-je demandé d'un ton égal. Le masque est finalement tombé. Plus de faux-semblants, plus de mensonges, juste la vérité nue après des mois de tromperie. Le visage de Claire s'est décomposé. Je peux expliquer, a-t-elle commencé désespérément. Tu expliques depuis des mois, les jeux interrompus, sortant mon téléphone et lisant leurs textos. Chaque message l'a frappé comme un coup. Où est Richard? Il se cache encore à l'étage. Ta femme attend dans l'allée, Richard, ai-je crié vers lui. Quoi? A murmuré Claire, choquée. Sarah est dehors. Elle a des copies de tout. Elle a aussi appelé ton employeur, tes parents, et plusieurs autres personnes qui devraient savoir à quel genre de personnes ils ont fait confiance, ai-je expliqué, d'un ton détaché. Je me suis approché de la fenêtre du salon et j'ai tiré le rideau. La voiture de Sarah était garée de l'autre côté de la rue, et elle passait des appels téléphoniques difficiles. Les emails sont partis il y a 1 heure. Tous ceux qui comptent pour vous deux savent maintenant exactement qui vous êtes vraiment, ai-je continué. Richard est finalement apparu, à moitié habillé, avec l'air d'un homme qui regarde sa vie s'effondrer. David, on peut arranger ça, a-t-il plaidé. Arranger quoi? Les conséquences? La justice? La destruction complète de 2 personnes qui ont essayé de me faire déclarer mentalement incompétent pour pouvoir me voler ma vie, ai-je demandé froidement. J'ai levé mon téléphone, montrant le dossier complet. 4 mois de preuves, de drogue systématique, de complot en vue d'une fraude, de tentatives de manipulation psychologique. Claire s'est effondrée sur notre canapé, là où elle m'avait drogué des dizaines de fois. S'il te plaît, David, j'ai fait des erreurs, mais on peut réparer ça, a-t-elle supplié. On ne peut rien faire du tout, Claire. Tu as détruit notre mariage la première fois que tu as décidé de me droguer, ai-je déclaré fermement. Je me suis dirigé vers notre porte d'entrée et je l'ai ouverte en grand. 10 minutes pour rassembler ce dont vous avez besoin pour ce soir. Demain, mon avocat vous contactera au sujet de la procédure de divorce. Richard, rentre chez toi et explique à tes enfants pourquoi papa ne vivra plus avec eux, ai-je ordonné froidement. Les 10 minutes suivantes furent un chaos. Claire a couru à l'étage pendant que Richard ramassait ses vêtements éparpillés et essayait d'appeler sa femme, qui ne répondait plus. Je me tenais sur le seuil de notre porte comme un videur, regardant 2 personnes qui se croyaient intelligentes réaliser soudainement qu'elles avaient été stupides. Quand ils sont finalement partis, j'ai refermé la porte sur 15 ans de ma vie et je suis entré dans le silence de ma maison. Je me suis versé un vrai verre et je me suis assis, entouré des décombres de tout ce que j'avais cru permanent. Mon téléphone vibrait de messages. Certains de Claire, implorant une seconde chance, d'autres de la femme de Richard, me remerciant, d'autres encore de la famille de Claire, exprimant leur choc. Mais je les ai tous ignorés. Ce soir était consacré à assimiler ce que j'avais perdu et ce que j'avais gagné. J'avais perdu mon mariage, ma confiance, et ma foi en la femme que j'avais aimée. Mais j'avais appris que j'étais plus fort que je ne l'imaginais, plus capable de me protéger que quiconque essayant de me victimiser ne l'aurait cru. Et j'avais obtenu justice. Une justice parfaite, complète, et dévastatrice, qui les suivrait pour toujours. 6 mois plus tard, je suis assis dans ma maison, vraiment la mienne maintenant après le règlement du divorce, et j'évalue la destruction que j'ai créée en 4 jours. Le silence est devenu confortable. Plus de performance, plus de conversations soigneusement gérées, plus besoin de chercher la tromperie dans chaque geste. Le divorce a été rapide et brutal. Les tentatives de Claire d'invoquer une détresse émotionnelle se sont effondrées face aux preuves documentées. Son avocat lui a conseillé d'accepter mes conditions sans contester. Elle a gardé sa voiture, ses effets personnels, et ses dettes.
Tout le reste est resté à la victime de son agression systématique. La vie professionnelle de Claire s'est complètement désintégrée. Morrison & Associates les a licenciés tous les deux, elle et Richard, en moins de 48 heures, invoquant des violations de l'éthique et une responsabilité juridique. Leur secteur était petit. L'histoire des cadres qui droguaient le mari de l'une d'entre eux est devenue une anecdote édifiante, détruisant leur carrière de façon permanente. La destruction de Richard a suivi un schéma similaire, avec des conséquences amplifiées. Sarah a utilisé mes preuves pour obtenir un règlement de divorce qui ne lui a laissé qu'un droit de visite supervisé et d'importantes obligations de pension alimentaire. Son église l'a expulsé. Ses associations professionnelles ont discrètement mis fin à son adhésion, et la ruine financière a suivi. Le plus juste, ce fut l'échec complet de leur relation. Sans l'excitation de la tromperie et le frisson des rencontres interdites, Claire et Richard ont découvert qu'ils n'avaient rien de substantiel en commun. Leur liaison s'était construite sur des mensonges et la victimisation d'une partie innocente. Une fois que je n'étais plus disponible comme victime, leur connexion s'est évaporée. Claire a fait une dernière tentative de réconciliation 3 mois après notre divorce. Elle s'est présentée à ma porte, l'air plus âgé, portant des vêtements moins chers, ayant perdu du poids de manière malsaine. Ses yeux contenaient un désespoir que je n'avais jamais vu. Elle a reconnu comprendre ce qu'elle avait perdu, ce qu'elle avait jeté, mais la compréhension n'efface pas les dégâts. Je lui ai expliqué qu'elle n'avait pas seulement eu une liaison. Elle m'avait systématiquement drogué tout en planifiant mon internement psychiatrique. Ce n'était pas une erreur ou une faiblesse. C'était de la cruauté calculée. Elle est partie sans rien demander de plus, juste la reconnaissance finale que certaines actions créent des conséquences trop graves pour la rédemption. Je garde le cendrier sur ma cheminée maintenant, non pas comme un autel à la trahison, mais comme un rappel du moment où j'ai choisi de cesser d'être une victime. Ces mégots tachés de rouge à lèvres avaient révélé la vérité et m'avaient donné le pouvoir de reprendre ma vie en main. Certaines cendres sont destinées à être préservées, non pas comme des monuments à la destruction, mais comme des rappels de ce qui a pu renaître des flammes.